Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Toute la vérité, c'est l'émission de la rentrée et c'est une émission que vous allez voir qui va être riche en débats et vous allez d'ailleurs pouvoir y participer au 87 34 36 34 si vous avez envie d'envoyer un SMS ou quoi que ce soit pour pouvoir participer à cette émission spéciale sur l'obésité et le diabète. Et vous allez voir, j'ai des invités de marque ce soir puisqu'ils vont pouvoir apporter chacun et chacune leur vision, un petit peu leur façon d'expliquer l'obésité. En Polynésie française, 70% des personnes sont en surpoids. Parmi ces 70%, 40 sont obèses. Mais pourquoi? Comment? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que lorsqu'on est obèse, c'est une fatalité? Génétiquement, on va pouvoir peut-être l'expliquer ce soir, mais en tout cas, laissez-moi vous présenter nos invités qui ont accepté de venir ici dans notre studio ce soir. Je vais commencer par la seule représentante féminine, mais pas des moindres. Veitiare Charmirou, bonsoir. Bonsoir Béni. Alors, vous la connaissiez peut-être en tant que chanteuse, mais si elle est là ce soir, c'est parce qu'on veut recevoir l'infirmière, une infirmière à domicile. Oui, tout à fait. Libérale. Libérale depuis 3 ans. Alors, il est à l'hôpital avant quand même. Infirmière depuis 14-15 ans et sur l'hôpital pendant 12 ans. Donc, née en Polynésie française, donc tu connais très très bien le Fénois. Le métier d'infirmière libérale, c'est en quelques mots, c'est quoi exactement? C'est combien d'heures par semaine? C'est combien de kilomètres par semaine? C'est quoi exactement? Alors, je vais parler de mon cas à moi, parce Oui. qu'elle est vraiment toute unique. Moi, je fais 100 km par jour, tous les jours, 7 jours sur 7. Ouais. Parce que les patients n'arrêtent pas d'être malades le week-end. Voilà, beaucoup de gens qui disent « Ah, mais tu travailles le week-end aussi ?» Je dis « Ben oui, donc, du lundi au dimanche. » Et je commence vers 6h, 6h30 jusqu'à 15h. Après, il y en a qui vont travailler le soir aussi, qui peuvent travailler de 17h jusqu'à 20h, en plus du matin. D'autres qui vont travailler de 4h du matin jusqu'à 20h. C'est très aléatoire en fonction de la commune. Est-ce que c'est obligatoirement un métier où on doit avoir cette passion de l'autre, cet amour? Tu m'as repris à un moment donné, lorsque j'ai voulu préparer l'émission, on parle de passion. Oui, passion. On parle pas de client. Non. D'accord. Oui, ça c'est pour moi, c'est quelque chose... c'est très important pour moi de le préciser parce que je considère vraiment les gens comme des patients, des êtres humains qu'on vient pour soigner et soulager et partager des choses, parce que infirmière à domicile, tu rentres dans l'intimité des gens, dans leur vie. Moi, ça fait 3 ans, que je m'occupe d'un même patient et on fait partie intégrante de la famille. Et il y a des liens affectifs qui se créent aussi. Et dans ce métier, alors que ce soit libéral ou même à l'hôpital, partout, la passion, je pense que c'est important. L'empathie et de l'écoute aussi beaucoup. Et comme les médecins d'ailleurs. Je vais demander à Sandrine de rester sur ce plan. Sandrine, tu ne bouges pas. Vous l'avez découvert en même temps que Veitiare, il est avec nous. Bonsoir Didier. Bonsoir Béni. Comment vas-tu? Très bien. C'est très gentil à toi d'accepter de venir dans cette émission. On a eu l'occasion d'échanger régulièrement, que ce soit à la radio, lorsque j'étais à la radio, ou encore sur des émissions que je fais sur le web. Et si tu es ici ce soir, c'est parce qu'on parle de ce fléau, l'obésité, le diabète. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Donc, je suis médecin généraliste installé sur FAA depuis maintenant 2005, donc ça fait déjà quelques années. J'ai eu la chance, un peu comme beaucoup de notre génération, d'avoir été VAT, volontaire et technique, en 87 et 88. J'étais à Wapo, au Marquis. C'est là mon premier contact avec la Polynésie. Donc, je suis tombé amoureux, effectivement, comment ne pas le devenir. Mais c'est vrai que c'est une médecine particulière, la médecine des îles, y compris à Tahiti. Et l'approche, ton sujet aujourd'hui m'interpelle parce que l'approche de l'obésité doit être unique en Polynésie parce qu'elle est différente des autres pays. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont très très différentes en Polynésie que dans les autres pays du monde. Alors c'est vrai, comme Veitiare, si on fait ce métier, c'est parce qu'on aime les gens, on aime aussi à domicile, il faut aimer voir dans quel milieu vivent nos patients. Et sans ça, je pense qu'on ne fait pas de la bonne médecine. Sans ça, je pense que Veitiare qui a goûté aux deux, j'ai aussi fait de l'hôpital en métropole, j'ai travaillé avec SOS Médecins à Lyon pendant plus de 20 ans. Ne pas faire de domicile, c'est ne pas se rendre compte de la vie réelle des gens. Et travailler à l'hôpital, dans l'asepsie d'une chambre d'hôpital, c'est pas du tout la même chose que de travailler au domicile des gens.
Et j'ai envie de dire encore une fois, typiquement en Polynésie, lorsqu'on se retrouve dans les vallées, dans les petits quartiers, dans ces endroits où même en tant qu'homme, des fois, on n'aurait peut-être pas envie d'aller traîner. Se retrouver lorsqu'on est infirmière, et puis j'en ai plusieurs et je voudrais les saluer. J'en avais beaucoup qui m'écoutaient, qui m'écoutent lorsque j'étais sur Radio 1, dans leur voiture, Bah oui. et qui me disaient merci Béni, merci de nous accompagner et tout ça, d'être avec nous. Donc je vous salue toutes les filles et les gars, hein, parce qu'il y a aussi des infirmiers à domicile. Effectivement, on a encore quelque chose de local en fait, hein, d'assez important. Et puis, on va également avoir ce soir le plaisir d'accueillir Alain Andreu. Bonjour Alain. Bonjour Denis. Donc toi, tu es auteur scientifique. Auteur scientifique depuis quelques années. Ma formation initiale, je suis technicien de laboratoire en fait, hein, depuis en Polynésie depuis quand même 1990, 33 ans. 33 ans pour la musique française. 33 ans, près de 30 ans d'analyse de laboratoire. Donc j'ai été formé à la médecine conventionnelle, on va dire. Et puis petit à petit, j'ai dérivé, suite à des impasses thérapeutiques, j'ai dérivé un petit peu vers la médecine fonctionnelle. On en reparlera. On en parlera ce soir. Alors, on a du conventionnel et du fonctionnel ce soir. Je vous rappelle qu'on a le droit de Les deux ne débattre. sont pas opposées, elles sont complémentaires justement. Très bien, et vous allez pouvoir en parler ce soir. Tu nous feras bien sûr une présentation un peu plus scientifique sur ce qu'est le diabète. Oui. On parlera du métabolisme, mais on parlera également des différents régimes qui sont vendus, en tout cas qui sont sur le marché. Et puis on verra également l'évolution dans l'histoire de la consommation du sucre. Tu en parles comme d'une drogue. On voit ça avec toi pendant cette émission. Et alors, ça me fait plaisir parce qu'on était en terminale ensemble au lycée Paul Gauguin. Et je sais que j'ai des camarades de l'époque qui me suivent, qui regardent. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Vaitea Mateo. Alors, Bonsoir Béni. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, on était en classe de marketing. C'est ça, en terminale, au lycée Paul Gauguin. Et alors, justement, lorsqu'on parle d'obésité, eh bien, c'est toute une... Quand on annonce le nombre de personnes, 70% d'une population en surpoids, effectivement, ces personnes-là, il faut les habiller. Oui. Il faut leur donner autant de joie et de plaisir de sortir que les autres. Alors, justement, explique-nous un petit peu, tu es entrepreneur aujourd'hui, parle-nous un petit peu de ton entreprise. Donc en fait, il y a 4 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Ouais. Et j'avais une petite idée qui restait dans les coins de ma tête, qui venait de mon papa. Donc il y a 30 ans, mon papa était obèse, il avait du mal à s'habiller et il m'avait demandé de monter une boutique dédiée aux personnes corpulentes. Donc je sortais de l'école, je sortais de BTS, mais je ne savais pas comment il fallait gérer une boutique ou une entreprise. Et du coup, je me suis lancé dans le salariat. Donc j'ai travaillé 21 ans pour le groupe Carrefour et pour la brasserie de Tahiti après pendant 4 ans, ce qui m'a permis d'avoir suffisamment de bagages pour pouvoir me lancer à mon compte. Et j'ai sorti de ma tête le petit On a le logo qui s'affiche en bas de l'écran. voilà, que mon papa avait insufflé il y a 30 ans. Et voilà, du coup, j'ai lancé une boutique dédiée essentiellement à la grande taille qui s'appelle Forme et Rondeur. Donc, je reçois je fais venir des vêtements pour hommes et pour femmes. Et aussi, j'ai fait du sur-mesure, parce que j'ai des couturières qui sont sur place. Et puis, je vais même un peu plus loin, parce que maintenant, on a même une maquilleuse à la boutique. Donc, je me suis vraiment focalisé sur la beauté et la possibilité de donner de la joie, de la gaieté et du bonheur aux personnes corpulentes. Alors, on va essayer de faire réagir un petit peu les gens qui nous écoutent en ce moment. On va aller sur tous les sujets un peu plus graves, mais je trouvais intéressant de te recevoir, Vaitea, parce que de plus en plus, j'ai l'impression que de plus en plus, on fait l'apologie de l'obésité. On a Miss Ronde qui a évolué depuis les dernières années, aujourd'hui de plus en plus. Moi, j'aimerais avoir l'opinion de nos invités et de savoir justement comment tu défends ton business à ce niveau-là. Docteur Didier Bandou, vous en pensez quoi, vous? Je trouve ça très bien. Je dis souvent à mes patients en surpoids et obèses, toute la problématique est de ne pas stigmatiser l'obésité, mais il ne faut pas la banaliser non plus. Oui. C'est-à-dire que oui, aider les gens qui sont en situation de surpoids, qui ont un énorme mal à s'habiller, bien évidemment, là on est dans le domaine du physique et de l'apparence, et c'est très bien. Oui.
Maintenant, on sait très bien ce qu'il y a derrière. Toute la problématique de santé, que ce soit rhumatismale, le diabète, l'hypertension et même le mal-être, le mal de vivre. Parce que contrairement à ce que disent beaucoup de nos patients obèses comme ça, leurs voisins ou la famille, quand on gratte un petit peu et qu'on interroge, et moi je passe toujours un temps fou avec des patients nouveaux que je vois qui sont en situation de surpoids, il y a très souvent du mal-être. Il y a très souvent une problématique ancienne, familiale, de l'enfance, qui est en fait la source de tous ces problèmes-là. Donc oui, c'est très bien de les accompagner, mais je crois qu'il ne faut pas la banaliser. Et effectivement, Miss Ronde, oui et non. Mhm. Ah, Et c'est ce que, justement, avec les clients que je reçois, je pense que j'aurais dû faire un peu de psychologie, parce que j'ai découvert, en fait, depuis que j'ai monté cette boutique, une aventure humaine exceptionnelle. Parce qu'en fait, les personnes qui sont en surpoids sont des gens qui manquent beaucoup de confiance en eux, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'empathie. Et c'est exactement ce qu'on a à la boutique. Et moi, j'aime beaucoup les gens, sinon je ne ferais pas ce métier. Et j'aime beaucoup rendre les gens heureux. Ça fait partie de mon état d'esprit depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. c'est de génération, ça. Ouais, et c'est ce que j'aime bien justement quand les personnes viennent chez moi et viennent franchir la porte, c'est que quand ils ressortent de la boutique avec le sourire et puis la joie, ils se disent bon, bah, c'est quelque chose de gagné. Et depuis quelques temps, je travaille avec le centre Teoraora, où je fais partie d'un atelier de ce centre, où j'accueille des personnes justement pour leur donner un peu plus de confiance, parce que pour certains, même franchir la porte d'une boutique, c'est difficile. J'ai des clients qui, des fois, viennent dans la voiture juste devant ma boutique, ça prend 15-20 minutes. Et quand je vais les voir, je dis, je peux t'aider. Ah, mais j'ai honte, paye. Donc, tu vois, il y a des et j'aime bien ce côté-là, justement, humain, qui permet aussi de rendre les gens heureux, quoi. Voilà. On reviendra avec toi, Didier, sur justement les causes psychologiques et souvent culturelles qui peut y avoir autour de l'obésité. Qu'en pense le généticien? Comment tu vois ça, toi? Le fait qu'aujourd'hui, moi, ayant été obèse en 98, on est quand même plus de 20 ans en arrière, je le dis franchement, j'essayais de cacher au maximum, j'étais complexé, d'accord? Et ne serait pas venu à l'idée de poser en maillot de bain ou en caleçon sur une plage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve mais quasiment sur tous les réseaux sociaux, avec en plus, bien sûr, l'amplification des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu es belle, tu es magnifique. C'est des choses qui n'auraient pas pu exister il y a 20 ans en arrière. Oui. Ça aurait été tout de suite montré du doigt, gros plein de soupe. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir été insulté à longueur de journée de gros. Mais maintenant, si on va sur le plan, le côté génétique, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on laisse aussi bien, aussi facilement, et puis encore une fois, je trouve que le travail de l'ETA est exceptionnel, mais est-ce qu'on devrait tirer la sonnette d'alarme à ce niveau-là? En fait, au niveau génétique, il y a plein de pistes intéressantes à explorer qui ne l'ont pas été jusqu'à présent. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir en parler. Donc, effectivement, je pense qu'il y a l'obésité, c'est multifactoriel. En fait, il y a énormément. Donc, la pilule miracle n'existe pas, même s'il y a des labos qui travaillent. Actuellement, il y a des pilules qui travaillent sur l'hormone de la satiété, sur la leptine, etc. Mais c'est vraiment. L'Ozempic, c'est un nouveau J'ai médicament. pas les noms en tête. Ils sont en rupture mais- aux États-Unis, Oui. en rupture, parce qu'une TikTokeuse a sorti son Ozempic et elle a montré à tout le monde, dit regardez, ça vous coupe l'appétit. Et Mais puis, je vais te dire, c'est truc de un fou. petit peu comme Alzheimer. Ce sont des maladies multifactorielles et je pense c'est pas demain la veille qu'on trouvera chaque malade est un la malade pilule miracle. à Et part. voilà, et la nutrition, c'est personnalisé. Et justement, la génétique, elle le montre, effectivement. Je ne peux pas te conseiller la même chose en fonction des génotypes que tu peux avoir. Tu ne mangeras pas forcément de la même façon que Vaitiare, par exemple. Tu vois. Mhm. Donc ça, si tu veux, on peut Donc développer. aujourd'hui, être belle et ronde, génétiquement, c'est quelque chose, on l'a hérité
Voilà, de il y a ce nos qu'on appelle parents, des polymorphismes génétiques, en Mhm. anglais ce qu'on appelle des SNP, SNP, donc tout le monde en a, hein. La plupart n'ont pas de conséquences cliniques, mais du point de vue de la nutrition, il y en a trois qui sont vraiment importants. Donc c'est le LCT pour l'intolérance au lactose, donc les gens qui sont effectivement, qui ont ce polymorphisme homozygote, ils supportent pas le lait en fait, hein. Ils peuvent manger à la limite des fromages à pâte dure sans lactose, mais en général ils ne mangent pas de lait. Il y a deux polymorphismes vraiment très très importants pour la nutrition et qui, à mon avis, ont une incidence élevée en Polynésie. C'est le polymorphisme DIO2 qui impacte directement la fonction de la thyroïde. Donc la thyroïde, c'est vraiment ce qui régule le métabolisme, hein, dans tout le corps. Donc les gens qui ont ce polymorphisme DIO2, en fait, ils ont une fonction thyroïdienne qui ne marche pas très bien. Disons, l'hormone active de la thyroïde, qui est la T3, en fait, chez ces gens-là, elle est minoritaire, puisqu'ils ne dégradent pas la T4 en T3. Voilà. C'est un polymorphisme, il y a entre 12 et 36% dans le monde, 14% en Europe. On n'a pas de données en Polynésie, mais je pense qu'à mon avis, ce polymorphisme est plus important ici. Je l'explique dans mes articles, de par un taux d'ADN archaïque d'Enisova pour les origines asiatiques, hein, du sud-est asiatique, un taux très élevé, enfin plus élevé en tout cas que ce qu'on rencontre en Europe. Et il y a un autre polymorphisme, c'est l'ApoE, qui est tristement connu pour Alzheimer. On le fait souvent d'ailleurs, pour savoir si on est à risque élevé de développer un Alzheimer. Les gens qui sont ApoE4, effectivement, ils ont 33% de chance de faire un Alzheimer à 75 ans. Mais donc ce polymorphisme en médecine fonctionnelle, on l'utilise également pour les conseils nutritionnels en fait. Mhm. Donc si tu veux que je développe ce sujet. Oui, on pourra revenir dessus. Oui. Moi, ce que je voulais savoir, lorsque je suis obèse, Oui, que je peux m'habiller aujourd'hui, je peux être beau, aller en soirée. À ce moment-là, je dois me dire que, voilà, tout va bien. tout va bien, je suis comme tout le monde. Est-ce qu'on est comme tout le monde génétiquement lorsqu'on est obèse ou est-ce qu'on doit, est-ce qu'il doit y avoir à un moment donné une petite sonnette d'alarme quelque part? Ah ben ça c'est la biologie de toute façon qui tôt ou tard va te remettre les pendules à l'heure, hein, Mhm. pour le diabète, hein, tu connais bien. Hein, Je connais un peu le diabète. Oui. voilà, donc on fait une HbA1c, hein, ou un test de HOMA et on voit tout de suite s'il y a une résistance à l'insuline. Donc là, il y a effectivement un problème. Je pense que c'est quand même bien que les gens ne soient pas complexés par le surpoids, qu'ils en aient conscience et qu'ils ne soient pas complexés. Parce que c'est un cercle vicieux. Hein. Le Voilà, complexe fait qu'on va essayer de manger ses émotions et puis on va prendre du Exactement. poids, etc. Donc, comme disait Didier tout à l'heure, l'accompagnement est important, mais à un moment donné, c'est vrai que si on banalise trop les choses, on ne va pas aider ces personnes à se soigner. Thierry, toi, tu en vois beaucoup des gens parmi tes patients, hein, qui sont obèses. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, du fait justement des réseaux sociaux où on voit énormément de gens obèses en photo qui montrent leur corps, je veux dire, aujourd'hui, des femmes et des hommes montrent leur corps d'obèses en petite tenue. Est-ce que tu as l'impression, parmi les patients que tu rencontres, qu'effectivement, bah écoute, maintenant ça fait moins, on a moins honte. Tout à fait. Ouais, on peut constater que ce body positivisme, positif, comme on appelle ça, Oui. permet un peu plus de liberté et de confiance en soi des personnes obèses. Après, je rejoins effectivement Didier, je peux taper par ton prénom, c'est bon. Dans le sens où je suis pour, effectivement, au niveau psychologique, redonner confiance à ces personnes pour qu'elles puissent sortir de leur carapace et ne plus se sentir stigmatisées. Mais à contrario, effectivement, ne pas le banaliser parce que le problème premier de l'obésité, c'est pas une question de beauté ou une question de physique, c'est une question de santé, tout simplement. Et c'est vrai que l'erreur que beaucoup de gens font, en tout cas quand je discute avec eux, c'est qu'ils se disent je suis gros donc je suis moche. Mais en fait, je dis non, c'est pas ça. L'obésité, c'est pas être moche, l'obésité, c'est Au contraire. que derrière, on est malade. Il faut savoir Donc, en tout cas pour certaines femmes,
certaines femmes, le fait d'avoir des rondeurs, ben, ça t'enlève des rides, ça te fait un beau visage. Ah Et puis oui. pour un peu, tu mets un filtre sur Facebook qui était magnifique. Hein. Donc oui, Mais ah, c'est effectivement. marrant que tu dis ça parce Je t'avoue, il faut quand même faire une petite distinguo entre le surpoids, Ouais, des bonnes petites joues bien rondes, ouais. et l'obésité, voire Tout à l'obésité fait. morbide. Or, ce qui tue malheureusement le pays, c'est l'obésité et l'obésité morbide. Les gens en surpoids, avec des formes, très bien. Mais j'aurais cru qu'après l'épisode de Covid qu'on a eu, les gens aient pris conscience de la gravité de l'obésité. Or, les gens n'en ont pas pris conscience, et d'autre part, ne se sentent pas obèses. C'est-à-dire que moi, tous les gens que j'ai en patientèle ne viennent pas pour ça. Ils viennent souvent pour des pathologies futiles, et c'est au cours de la conversation, je leur dis, mais tu sais, tu as une autre maladie. Non, non, tout va bien. Si, tu pèses 150 kilos, c'est une maladie. Je ne te stigmatise pas comme obèse, mais tu es malade de cette obésité. Et c'est là qu'on vient à la discussion, mais je ne connais pas un obèse consulté pour une obésité, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est bel et bien une Et pathologie. c'est une pathologie en tant que telle. Mais Ah. les gens ne se sentent pas comme tels. Ou alors C'est comme le n'ont une diabète. fausse image corporelle. quelque part. Le diabète, les gens ne Ouais. se sentent pas malades Alors, parce qu'ils n'ont pas de symptômes en fait. Le diabète, c'est quelque chose qui il y a un véritable déni hein, Total. de la maladie, et je parle en connaissance de cause, hein, j'ai une pompe à insuline, et encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, si ma femme n'est pas là pour me donner mes comprimés le matin, de metformine le midi et le soir, Bravo. je n'y pense pas. Je vais oublier. c'est Non, mais triste. c'est comme si que vraiment la maladie n'est pas là, et pourtant j'ai une neuropathie, une polyneuropathie, une polyarthrite qui découle de mon diabète. Donc si je fais cette émission, c'est aussi pour ça. C'est parce que je me rends bien compte que lorsqu'on est malade, il y a une partie de notre esprit et de nous qui veut complètement refuser la réalité. Moi, si je peux ouais. préciser rapidement. Mais prends le temps que tu veux. Non, mais quoi, parce qu'on dit, voilà, être obèse, c'est être malade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, l'obésité, et c'est ce que je dis moi à mes patients très souvent à domicile, parce que pareil, à domicile, alors, il y en a beaucoup, ils vont entendre parler de l'obésité ou du diabète, mais quand je leur dis, est-ce que tu sais ce que c'est, ils me regardent, ils disent, bah non. Alors là, je passe une demi-heure, 40 minutes à expliquer. Donc je mets un peu le diabète de côté, puisque le sujet principal, c'est l'obésité. Et dans les mots simples, je dis, voilà, On peut parler du diabète hein, aujourd'hui, Voilà. c'est les deux titres de l'émission. ce que je dis, le gras que tu as sur ton corps, dis-toi que tu l'as à l'intérieur. Donc ce gras, il entoure tous tes organes, le cœur, les poumons, enfin voilà, tout est enrobé de ça, et du coup, ton corps fatigue encore plus vite. Donc forcément, tu réduis ton espérance de vie. Et derrière, tu as des problèmes de dos, problèmes de mobilisation, des problèmes respiratoires. Et en fait, c'est tout ça que j'essaie d'expliquer aux patients. L'obésité, c'est pas juste t'es gros de l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, voilà, C'est une usine à tout problème. tout est en train de souffrir parce que le corps de base n'est pas fait pour supporter autant de poids. Donc voilà, alors c'est vrai qu'en plus là, on voit des enfants. Moi, j'ai des enfants, j'ai vu des bébés de 1 an et demi qui sont nourris au coca dans le biberon encore maintenant, là en 2023, avec tout. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est pas faute d'expliquer, c'est pas faute de dire. Et j'avoue que là, je suis un peu démunie parce que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans l'esprit de ces gens. Alors, pour avoir passé quelques séjours à l'hôpital, au 3e étage, en endocrinologie, j'ai discuté avec des patients, parce que vous savez comment je suis, moi je vais dire bonjour à tout le monde. Et lorsque vous avez des patients des îles, des gens des îles, qui vous disent, mais parce que nous, on nous a dit c'est bon le Coca-Cola pour nettoyer le sang. On nous a dit de boire du Coca-Cola. Bien sûr. T'as C'est déjà pas entendu encore ça? dans les croyances familiales, tu sais, on écoute plus le métois ou le chef de famille que tout ce qui est profession médicale ou paramédicale confondue. Si la grand-mère ou l'arrière-grand-mère a dit que, c'est pareil de Virgile. Donc on voit encore ces pratiques, comme tu dis, qui sont catastrophiques. Moi, je dirais simplement, c'est un cas, et je voulais en parler ce soir, et j'en parle de petites secondes. J'ai une jeune fille de 16 ans qui est décédée d'obésité en janvier dernier. Elle était en insuffisance cardiaque terminale, diagnostiquée quelques mois auparavant, essoufflée, on pensait que c'était un Covid, pas du tout. Elle était en attente de greffe à Paris, 16 ans, 162 kilos. Elle est décédée dans la voiture de ses parents dans leur école. Comment on peut en arriver à attendre cette phase-là pour réagir? C'est ça toute la question en fait. J'ai du mal à concevoir que toute une famille autour, voyant cette jeune fille manifestement obèse, n'ait pas eu le réflexe d'aller contacter médecins, médicaux ou paramédicaux.
c'est là où je dis effectivement un déni total de ce que peut être l'obésité ou la gravité de l'obésité. Et quand on discute, et c'est un peu mon dada, tu le sais, quand on creuse, moi je passe une demi-heure, trois quarts d'heure avec mes patients obèses, il y a le côté nutrition évidemment, mais il n'y a pas que ça. Moi ça m'intéresse de savoir à quel âge ils ont pris du poids, je prends le carnet de santé, je regarde, je pose la question, ça prend 2-3 consultations, mais je veux qu'ils me disent s'il y a eu un événement qui s'est passé à ce moment-là dans la famille ou pas. 9 fois sur 10, j'ai mis le doigt dessus. C'est pour ça que pour moi, 9 la fois prise sur en 10, charge, de quoi on parle? on parle de violence intrafamiliale, on parle d'inceste, on parle de choses comme ça, si tu veux, hommes comme femmes. Et même des personnes très âgées qui m'ont avoué l'existence qu'elles ont. Alors quand tu vois ça, moi pendant 2 ans, j'ai essayé de compulser un petit peu mes cas. Il y a une thèse qui est en train de se faire dans le Pays de l'Est, je l'ai su récemment là-dessus. Effectivement, il y a une énorme proportion de gens obèses qui ont subi maltraitance familiale, inceste, viol. Évidemment, derrière, il y a des comportements alimentaires. Mais pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi on se met à manger comme ça. Pourquoi le sucre devient une addiction, une drogue, pour être bien à un moment donné, pour être mieux. Ça commence très jeune. Et c'est pour ça, de grâce, montrons tout de suite un enfant en primaire qui a pris du poids en 1 an. Montrons-le à un psychologue scolaire. Il s'est passé quelque chose. C'est pas anodin. Or là, dans l'art actuel des choses, la loi fait que les parents doivent autoriser la consultation psycho-pédopsychiatrique. Ce qui est anormal, c'est souvent la cause. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Alors, lorsque tu parles avec ces patients, le fait de prendre du poids, c'est quoi? C'est cacher son corps? C'est à la fois, elles en arrivent à cacher leur corps, mais c'est aussi, elles n'en ont pas eu conscience, c'est toutes ces années de mal-alimentation, c'est pour compenser quelque chose. La compensation du sucre, on connaît, hein, c'est un plaisir immédiat, instantané, pour se faire du bien, tout le monde l'a fait plus ou moins. Bien sûr. Maintenant, le problème, c'est quand ça continue dans le temps, et quand ça continue à l'âge adulte. Et c'est vrai, j'en revenais à cette jeune fille de 16 ans, 160 kilos, c'est pas en respirant l'air du Fénois qu'ils ont pris ce poids, il y a bien eu un problème. Et ce problème-là, et les carnets de santé sont très très intéressants pour ça, on met le doigt dessus. Alors, tu disais tout à l'heure, Thierry, que ça va au-delà du patient, il y a des vrais échanges avec les personnes qui tu rends visite. Est-ce qu'effectivement, dans les conversations, la parole se libère? Est-ce que tu entends des choses qui montrent qu'il y a derrière, il y a une trace de Alors, je pense d'actes que dangereux? moi, je ne pratique pas depuis suffisamment longtemps pour pouvoir avoir Ce eu ce genre type de de relation. J'en ai conscience. Ouais. J'en ai conscience. J'ai toujours ça dans le coin de ma tête. Après, voilà, j'ai pas encore été confrontée à ce genre de situation. Et c'est là où justement avec Didier, on a eu déjà l'occasion d'en parler. C'est intéressant de voir le rapport que tu peux avoir avec tes patients et réussir à les faire parler. Parce que, encore une fois, l'inceste, le viol, ça reste, aujourd'hui, on est toujours dans quelque chose de complètement tabou. Et au niveau des médias, au niveau politique, c'est motus et bouche cousue. C'est un mot que tu n'entends jamais. Ouais. Le mot inceste fait peur. Là, on va revenir avec le scientifique. Tu nous as préparé une préparation sur justement les 4 criminels. Pour le volet nutrition. Pour le volet Si nutrition. je peux juste rebondir sur, c'est très intéressant ce que vient de dire Dr Bandou, mais ça rentre, je pense, dans le cadre aussi d'un ensemble de causes très nombreuses, hein, parce que bon, malheureusement, l'épidémie d'obésité, elle est mondiale. Hein. Oui. Effectivement, elle est plus grave à Tahiti qu'ailleurs. Parce que je pense qu'il y a des facteurs aussi de risque génétique et pas seulement environnementaux également, hein, si on parlera des métaux lourds, etc. Mais voilà, ça c'est sans doute, ça fait partie des très nombreuses causes malheureusement qui favorisent l'obésité. C'est vrai que la moyenne des tailles aujourd'hui mondiale est plus de 44 que de 36. Tout à fait. Et j'ai discuté avec, j'ai fait un petit peu le tour de boutique et une personne me disait, tu sais, en dessous du large aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien. On est plus sur du XL et du double XL. Quoi. On est plus là-dessus. Quand tu vas à Carrefour, il n'y a que du S et du M. Les grandes tailles sont déjà parties. Mais du coup, il n'y en a pas assez. C'est vrai que moi, la plupart des tailles que je vends, c'est surtout du 3 et du 4XL. Samedi dernier, j'étais à Montréal, j'animais un mariage.
Et bien, sérieusement, les 4 filles d'honneur, elles auraient pu aller dans ta boutique, elles auraient été très heureuses. On était sur du 4XL sans problème. Mais ce qui est intéressant au niveau anthropologique, hein, si on étudie un petit peu, eh ben voilà, elles sont belles, elles se trouvent belles, et tu le sens, hein, tu le vois dans la façon d'être, et puis tout le monde s'approprie ce phénomène, et puis donc est-ce qu'on peut dire que tu as une longue carrière devant toi, toi, tes clientes, comment elles réagissent? Est-ce que tu leur offres effectivement cette opportunité de pouvoir être belles, hein, dans ce monde, mais est-ce que tu as l'impression, dans l'évolution du temps, que ta cliente que tu as vue il y a 2-3 ans a pris des mesures pour essayer de diminuer, ou au contraire, les robes, elles sont de plus en plus larges? Ben moi, de ce que je constate depuis 4 ans, je me suis lancé dans ce domaine. J'ai plutôt l'impression que la prise de conscience, elle n'est pas là, en fait. Il n'y a pas de prise de Il n'y a conscience. pas de prise de conscience. Alors qu'on est passé par le Covid, comme disait Didier tout à l'heure, on est passé par des comorbidités évidentes. Oui, tout à fait. Donc je pense effectivement que c'est un problème vraiment, un problème récurrent ici. Mais c'est compliqué parce que ça vient de la base déjà. Déjà à la base, les parents n'ont pas l'état d'esprit pour éduquer leur enfant à manger sainement. La preuve, ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai vu déjà dans certains membres de ma famille donner du coca au biberon, quoi. Ouais. Donc ça c'est complètement affolant parce que c'est vrai que ça n'aide pas du tout l'enfant à évoluer plus tard dans le bon sens, quoi. Alors c'est vrai que nous, à l'époque, je me rappelle, quand tu étais gros, hein, moi j'utilise les mots que j'ai envie, hein, c'est les mots que j'ai subis. Donc, quand tu étais gros, qu'est-ce qu'on disait? Il est costaud. C'est ça. Et on le dit toujours. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il est costaud? T'as vu ça un peu? Il est costaud. Certains effectivement le disent, hein, quand tu dis ah, mais il est gros, non. Je suis costaud. Je suis pas costaud. gros. Oui, mais et qu'est-ce qui s'est passé? Enveloppé comme Obélix. Oui, et qu'est-ce qu'on a fait de ces gens-là? Souvent, on les a pris comme videurs, comme doormen. On leur a donné une responsabilité où on mettait en évidence leur physique, mais je ne suis pas certain que c'était dans la bonne idée. Donc, Après, je ne sais pas si c'est peut-être un peu dans les gènes aussi. on va en parler avec Alain. Là. Est-ce que le Polynésien, génétiquement, est prédisposé? Donc on n'a pas, on peut pas l'affirmer aujourd'hui justement. Alors il y a une étude actuellement à l'ILM. Je ne parle pas en tant que salarié de l'ILM, Oui. je parle en tant qu'auteur scientifique, hein, mais il y a une étude en cours qui comporte un volet génétique. Où donc pour la première fois, ils vont faire des séquençages. On va avoir donc également analyse de microbiote intestinal, c'est très important. Donc on va pouvoir rechercher, il y a une bactérie qui fait beaucoup parler d'elle actuellement chez les gens obèses, elle est déficiente, hein, c'est la Kernansia, donc on va rechercher tout ça. Donc c'est une étude qui est très prometteuse et j'espère que ça va aboutir. Et donc, j'ai suggéré également si on peut rechercher donc, les polymorphismes dont j'ai parlé tout à l'heure, celui de la thyroïde et le ApoE également, qui est très important sur la façon de s'alimenter. Hein. Voilà. Tu parlais de la thyroïde tout à l'heure, Mhm. mais on sait quand même que dans le système endocrinien, le foie joue un rôle essentiel parmi les organes. Alors, parmi les nombreuses causes de l'obésité, il y a le problème hormonal hein, aujourd'hui. On se rend compte, enfin, les médecins avec lesquels je travaille, ils me le disent tous, on se retrouve avec des jeunes qui ont un bagage hormonal de leurs grands-parents aujourd'hui, dû aux perturbateurs endocriniens. Donc c'est très important. On a des jeunes hommes, par exemple, qui ont des taux de DHEA et de testostérone d'un homme de 60 ans. On doit déjà les supplémenter. Oh, mon Dieu. C'est un phénomène nouveau. Ça. Et forcément, ça contribue évidemment au problème d'obésité. Et ça, c'est dur. Chez la femme, on a une dominance Ça, c'est- œstrogénique due aux perturbateurs endocriniens, hein, qui sont presque tous des œstrogènes-like, hein, comme on dit. Mhm. Cette dominance œstrogénique, ben, qu'est-ce qu'elle Mais a? alors, c'est quoi la source de ces perturbateurs endocriniens? Ça vient C'est d'où? ce qu'on a dans l'environnement, c'est les phtalates, les Le plastiques, glyphosate, toutes ces voilà, tout choses-là. ça, toutes ces- les métaux lourds, voilà, pour la thyroïde, c'est le brome, le fluor, par exemple, qui fait partie des perturbateurs de l'iode, hein, qui sont en concurrence avec l'iode.
tout ça, donc ça joue. Donc, chez la femme, par exemple, la dominance œstrogénique qui est fréquente, on a de plus en plus d'endométriose, par exemple, le cancer du sein, hein, qui est lié également à cette dominance œstrogénique. C'est vrai que l'endométriose, on n'en parlait pas encore il y a 10 ans de Oui, ça. c'est ça. Et de plus en plus, Voilà. on Donc, essaie là, d'expliquer il y aux a- femmes qu'une règle, les règles douloureuses, Voilà. c'est pas normal. Donc, on a un environnement actuel qui favorise certaines hormones, entre guillemets, et il y en a d'autres qui souffrent. Hein. Je pense à la progestérone chez la femme, à la testostérone chez l'homme, qui sont vraiment actuellement qui sont malmenés par l'environnement. On va revenir avec toi sur l'addiction du sucre, hein, parce qu'on a Oui. vu que cette image apparaît. On revient avec toi. Didier, je voulais que tu me parles un peu du NASH, le non-alcoolique, tu sais, le gras qu'on a autour du foie. Ça, c'est tout ce qui est dû aux maladies métaboliques, en particulier ce sont les maladies des sodas. Hein. Le fait de boire énormément de soda et de boissons sucrées engendre ça. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais, c'est-à-dire que moi, ça me perturbe pas uniquement endocrinalement. Ce qui sous-entendait, ce qu'il faudrait comparer en fait des personnes qui ont la même exposition aux perturbateurs endocriniens, ont-ils la même prise de poids? Pour moi, je reste persuadé qu'il y a quand même de la prise alimentaire qui est là derrière, qui est différente d'une personne à l'autre. Et là encore, je reviens à la cause de pourquoi. Pourquoi cette personne? Parce que je suis d'accord que les perturbateurs endocriniens doivent jouer une part importante entre les personnes qui sont en poids normal et en surpoids. L'obésité morbide, je ne crois pas que ce soit les perturbateurs endocriniens qui en soient la responsabilité. Je ne le crois pas. Parce que on a la preuve quand même que ce sont des personnes, il suffit de discuter avec elles d'ailleurs, et quand elles commencent un régime ou quand elles commencent à se prendre en charge, elles nous disent toutes, mais je mangeais comme une vache. Donc il y a quand même une prise alimentaire trop importante et qui vient de l'éducation de l'enfant. Je rebondis sur ce que tu disais, il y a un problème éducatif qui commence dès le plus jeune âge, c'est pour ça que c'est comme tu dis, plurifactoriel et c'est pluri-acteur. C'est-à-dire que l'enseignement, les médecins, les paramédicaux, les mairies, tout le monde se met autour de la table pour y travailler. Les tatis des cantines, qu'elles arrêtent de resservir les enfants en surpoids. Ça fait pitié, il en veut encore, il va pleurer. Mais c'est pas ça le problème. C'est que tu es en train de nous faire un enfant futur diabétique. Et éduquer, ça commence dès l'école, avec les enseignants. Aller dans les écoles, leur apprendre ce que c'est que manger, ce que c'est que boire. Pour ça que cette mode un petit peu, excuse-moi, du jeûne thérapeutique actuel dont on entend et qui est un peu politisé, on passe d'un moment où on bouffe, excuse-moi l'expression, à un moment où on jeûne. Moi, j'aimerais qu'on parle du moment où on mange. Mais ça s'apprend. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a des générations qui sont un peu perdues là-dedans, mais qu'il faut revenir aux enfants, qui vont peut-être éduquer les parents, qui vont parler aux grands-parents. C'est comme ça que ça va commencer. Mais c'est de l'éducation d'abord, c'est la prévention. Pour moi, tu vois, je déballe un petit peu toutes les idées que j'avais soumises à une époque électorale pas si lointaine. Arrêtons de vendre en cubiténaire la mayonnaise à Carrefour, déjà. Les hectolitres de coca dans les litres de 2,5 litres, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'à Tahiti. Donc je pense qu'on peut diminuer les rations et faire en sorte que les gens n'aient pas un accès si facile que ça aux grosses doses. En métropole comme dans d'autres pays, tu as des grandes surfaces spécialisées pour les commerçants. Très bien. Mais qu'une famille lambda polynésienne puisse avoir des cubiténaires de mayonnaise à la maison, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et l'éducation, ça commence, on en parlait, l'école. Pourquoi y a-t-il encore autant de ventes à la sauvette devant chaque école polynésienne? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ici? Ça, c'est de l'éducation. Alors peut-être qu'on va mettre dans le désarroi des petites étoilouis des familles qui vendent leur poulet, leur hachis frites à côté de l'école, mais on va peut-être sauver combien de futurs diabétiques? Alors justement, on se pose la question, à quel moment le gouvernement, les ministères, que ce soit l'éducation, la jeunesse, le sport, parce qu'on sait bien que le sport, ça fait partie des recettes pour se sortir de l'obésité, à quel moment on va se dire, tiens, il y a un trou dans la CPS, on est en train de dépenser de l'argent, parce qu'un diabétique, ça coûte très très cher. C'est peut-être, après le cancer, c'est la plus grosse dépense. C'est ce qu'il y a de plus cher pour la sécurité sociale. À quel moment on va dire, tiens, maintenant on va faire machine arrière parce que ça nous coûte trop cher? On a l'impression que il ne se passe pas grand-chose en fait. Quand tu penses, tu parlais du coca, pour ne pas le citer, on a le coca le plus sucré au monde, 15% de sucre en plus. Et notre président Moïse Brederson en avait fait un argument lorsqu'il était en pleine campagne électorale.
Mais on en est où aujourd'hui? Alors, je peux en parler pour avoir Oui. travaillé dans l'établissement qu'ils fabriquent, justement, quand je suis arrivé ici. Oui, effectivement, on commence pour les sodas, ce sont des sacs de ciment, hein, je crois que c'est du saccharose. C'est pas du glucose fructose, mais au final, c'est la même chose, hein, parce que c'est un argument que j'entends souvent. Oui, c'est pas du sirop glucose fructose, c'est du saccharose. Il faut savoir que dans l'intestin, le saccharose, c'est glucose et fructose, hein. Dans Ok. l'intestin, les deux sucres sont séparés, et c'est encore pire parce que le glucose favorise l'absorption du fructose, hein. Et bon, le fructose, on pourra en parler, hein, mais les travaux du Mais ça, spécialiste mondial de Richard Johnson, il a montré que c'est vraiment ce qui est responsable de la prise de poids, hein, de l'obésité. Ah, mais moi, on me dit, ben, allez, ça va, tant que c'est du jus d'orange frais, tant que c'est bio, il n'y a pas de problème, tu Non. peux en boire ton petit... Malheureusement, même les jus de fruits, donc c'est Ouais. du fructose qui est libéré de ses fibres. Donc les fruits, il faut les manger entiers, Alors- pas sous forme de jus. Exactement. Je pense que c'est important pour les gens qui vont partager cette vidéo d'expliquer ce phénomène. Que lorsqu'on mange une orange, déjà quand tu manges une orange, ben, elle va te remplir l'estomac de par ses fibres, de par ce qu'est Le l'orange. fructose sera absorbé Déjà. plus lentement. Et en plus, les molécules de fructose, de sucre, de glucose vont arriver par 5. Et résultat, ça va être ce qu'on appelle des sucres lents plutôt que des sucres rapides, c'est ça ou pas? Oui, alors on parle plus aujourd'hui de ce concept de sucre lent et sucre rapide, hein, il est un peu dépassé. On parle d'index glycémique et de charge glycémique. Donc une charge glycémique qui sera moindre du fait d'être encore sous forme de pulpe et de fibres, alors que lorsqu'on boit un jus d'orange, déjà, on va boire 3 oranges dans un seul verre, et on va avoir cette charge glycémique. C'est ça, donc par exemple, il faut savoir qu'il y a des aliments, donc ça, il faut vraiment l'expliquer aux diabétiques, hein. Des aliments comme le pain blanc, par exemple, il a un index glycémique supérieur au sucre blanc. Pourtant, ça n'a pas une saveur sucrée. Ouais. Donc c'est des choses à apprendre. Il y a aussi le concept de charge glycémique. Par exemple, on a des fruits à index glycémique élevé, comme la pastèque. Pourtant, ça semble être que de l'eau, hein, quand on mange de la pastèque. L'index est élevé. Mais c'est pas si grave que ça, parce que la charge en elle-même, c'est à la quantité de sucre, elle est faible en fait. D'accord. Voilà. Donc, il faut apprendre tout ça aux patients diabétiques. Il faut apprendre ces concepts-là. L'éducation, justement, à toutes ces personnes Oui. diabétiques est vraiment, c'est crucial parce que, encore une fois, on ne peut pas se fier à ce qu'on a en bouche. Lorsqu'on dit, moi je le vends maintenant, j'essaie de vendre le maximum les frites de patates douces, en disant aux gens, au lieu de manger des frites de pommes de terre, mange des frites de patates douces et il y a une charge glycémique qui est plus importante. D'accord? Mais ils ne veulent pas le croire. Ils disent, mais non, mais c'est sucré, qu'est-ce que tu racontes? Donc, il y a vraiment besoin de pouvoir faire la distinction dans les. Et malheureusement, là aussi, les pâtes, c'est les vraiment. recommandations officielles des pouvoirs publics, que ce soit ici ou en métropole, c'est pas toujours fiable, hein. Si je prends l'exemple du Nutri-Score, par exemple, les Chocapic sont très bien notés, ils sont notés B. Hein? Et les sardines à l'huile d'olive, qui sont riches en oméga 3, sont notées D. Voilà. La notion de transformation de l'aliment n'est pas prise en compte par le Nutri-Score. Donc, et dans les recommandations du PNNS, hein, du Programme National Nutrition Santé de Métropole, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Ok. À commencer par les 3 produits laitiers par jour. On est encore Pour dans rebondir le sur lobbying. ton exemple de frites de patates douces et frites de Mais pommes de c'est terre. pas bien. Non, Tu vas me demander. non, pas du tout. C'est qu'en fait, là, tu es en train de partir, effectivement, index glycémique par Ouais, c'est rapport au pour ça que je vous ai invité. Mais hein. à côté de ça, parce qu'il faut revenir quand même sur le Ouais. sujet qui est l'obésité, que ce soit frites de patates douces ou frites de pommes de terre, C'est il y a l'huile. du gras. C'est l'huile. C'est la C'est friture. la friture. En fait, il faudrait carrément éliminer toutes les fritures, parce les que fritures. l'obésité, c'est le gras. c'est Aujourd'hui, l'association si je du fais gras des avec frites de le sucre. patates douces avec le nouveau four, ouais, Là, ça passe. ça va mieux là. Ça passe mieux. Donc Ça l'huile, passe mieux. on oublie l'huile, on Oui, oublie tout ce qui voilà, est blanc. Alors non, parce Tout que ce qui est blanc, le pain, l'huile les de pâtes, friture. le riz. Le l'huile de riz, c'est... friture n'est pas bonne. Ouais. Toutes L'huile les de huiles, tournesol, toutes les les- huiles ne se valent pas. Voilà, Oui, après, d'accord. tu peux aller sur l'huile de l'olive, l'huile de sésame, et C'est ça. pareil. L'huile Après, il y a de l'expression de quantité, parce que tu as un aliment de qualité, certes, mais pareil, le défaut, Dans c'est qu'on va l'extrême. aller dans l'extrême. Et l'extrême d'un aliment de qualité, ça va aussi faire le même effet. C'est tout le Donc, problème c'est- comme tu voilà, dis, de c'est- l'extrême ici, c'est que il n'y a qu'à voir quand on est invité dans des caïcaï, dans des tamaras, c'est les quantités. Et c'est ça qui est le gros problème du surpoids ici, c'est réapprendre à manger, comme je disais, ça. les quantités. Qu'est-ce qui pousse les gens à manger comme ça? C'est plus des assiettes, ce sont des plats. Donc après, on me dit, ah mais je mange que du poisson cru, lait de coco. Je dis, mais le lait de coco, c'est quoi?
c'est du monoï. Bah, il n'est pas encore monoï, mais ça se transforme en monoï, donc c'est très gras. C'est bon, il faut pas en abuser. Après, il y a aussi le souci du coût. Moi, je C'est sais ça. que voilà, récemment, j'ai un patient diabétique envoyé par Joseph d'ailleurs, C'est- par Didier. On va revenir. Moi, quand j'arrive chez un nouveau patient, bon, je le prends en globalité, je lui demande qu'est-ce que tu manges. Donc pendant Il a une déjà été semaine, bien formaté. pendant une avant. semaine, voilà, il va me faire son cahier où il me met tout ce qu'il mange. Et clairement, il y a un manque de protéines déjà, de base. Ah Il oui. n'y a aucune protéine. C'est du pain, des pâtes, du riz. Des pains, des pâtes, du riz. De temps en temps, un peu de légumes. De temps en temps, un peu d'œufs. Mais ça va toujours tourner autour Très féculent. des féculents. Mais, Et quand je lui dis casse-croûte qu'il frites faut en à la manger sortie de moins, l'école, Quand je lui dis qu'il faut en manger moins, que c'est pas. Alors moi, pareil, je stigmatise pas et quand j'ai des patients qui soient diabétiques ou obèses, je dis voilà, mon but c'est pas non plus de te priver de tout parce que ça sert à rien parce que tu vas priver faire un régime, tu vas traumatiser le corps, c'est encore pire. Donc j'essaie vraiment de le faire de manière assez C'est un rééquilibrage. voilà. Et je lui dis, voilà, il faudrait que tu apprennes déjà, tu vois, par exemple, là où tu vas manger ta moitié de baguette de pain, bah, tu vas diminuer, tu vas prendre juste la taille de ta main. Et là, il me regarde, mais je vais avoir faim. Je dis, bah, si tu as faim, il faut partir sur les légumes, sur les protéines. Et là, il me dit, mais c'est quoi? Alors, protéines, va dire que c'est du poisson, c'est des œufs, c'est de la viande. Et là, il me regarde, mais c'est cher. Et donc, en fait, et là, tu te dis, bah oui, oui. Et là, en fait, tu es démuni parce que tu comprends effectivement sa position. Et en même temps, tu as une position de soignant. c'est plus la nourriture, c'est du remplissage. C'est ça. Effectivement, Aujourd'hui, la pauvreté, Ils se ça nourrissent reste pas un- aujourd'hui, ils se remplissent. En fait. C'est évident. Alors après, oui, la pauvreté au niveau de vie des gens, c'est quelque chose d'important, surtout dans certains foyers. Mais avec eux, justement, je vais jusqu'au bout de ton raisonnement, je fais un petit peu le calcul financier de tout ce dont il pourrait se passer. On en parlait tout à l'heure, boisson sucrée, tu oublies. Le pain blanc, tu oublies. Le trop manger, tu oublies. Si à 10 à la maison, la maman, elle fait à manger pour 30 tous les jours, les économies, on peut les faire, et on peut manger autrement. Et là, elle me regarde avec des grands yeux et dit, bah oui, on va essayer. C'est Alors, les quantités c'est font ça. que je suis d'accord, ils mangent mal, mais quelque part, il y a peut-être le budget en grattant un petit peu, en cherchant entre le tabac, les boissons sucrées, tout ce qui fait un caddie, L'alcool, l'alcool, parce que l'alcool, Bien c'est sûr, du sucre. bien sûr. La Donc, bière, en la bière, retravaillant le bol alimentaire, je dirais quotidien de ces patients, je suis sûr qu'on pourrait y arriver. C'est un travail de longue haleine. Mais je pense que Ta je suis tout clientèle- à fait d'accord avec Didier, mais on revient encore à une rééducation vraiment à la base. Déjà, tout Ça petit, il passe faut, par les faut enfants. Ça apprendre passe par à... l'école. Mais comme les parents ne sont pas éduqués, donc ils ne peuvent pas éduquer les enfants, et du coup, c'est un cercle vicieux en fait. Dans ta clientèle, parce que toi, tu as une clientèle qui, me semble, il n'y a pas un souci monétaire derrière. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une rééducation qui se met en place, que ces personnes essaient quand même de... Chez certains, Tu disais tout à l'heure, tu as l'impression qu'ils ne prennent pas conscience de leur... pour la plupart, je pense qu'ils ne prennent pas forcément conscience, mais j'ai rencontré quand même certains clients qui se prennent en main. Ouais. Par exemple, vont à la salle de sport qui est à côté. J'ai aussi comment dire, une esthéticienne qui est pas très loin, mais qui est aussi nutritionniste et tout. Donc il y a quand même une prise de conscience, sauf que on revient à ce que Thierry disait tout à l'heure, c'est question de budget. Ceux qui ont les moyens, qui peuvent se permettre ce genre de choses, ils le font, mais la plupart des gens n'ont pas les moyens. Donc, Après, c'est un problème qui est, je pense, mondial. En tout cas, les études ont montré qu'en métropole, la part du budget alimentaire a fondu ces dernières décennies. Hein. Dans les années 60, c'était près de 40% du budget. Maintenant, c'est peut-être 10-15%. Donc, on a consacré plus de parts pour les loisirs ou pour autre chose, mais on consacre moins d'argent à s'alimenter. Donc, forcément, c'est probablement au détriment du qualitatif. Je voudrais revenir un petit peu sur les quantités parce que c'est intéressant. Je veux rappeler les régimes hypocaloriques en fait. Hein. Ça ne marche pas du tout. C'est connu, hein, on parle souvent de l'effet yo-yo. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, déjà, il faut toujours remplacer quelque chose par une autre. Hein. Il faut manger à sa faim. Et puis le corps, il s'arrange toujours pour se rééquilibrer. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Voilà. Oui. Donc, quand on se met en restriction alimentaire, pour lui, c'est un stress métabolique. Disette. Donc, première chose, stress métabolique. Hop, il y a une hormone qui va se faire au détriment d'une autre.
ça va être la reverse T3. Donc c'est une hormone en miroir de la T3 thyroïdienne et qui, elle, est inactive. Donc ça veut dire que le métabolisme, il est ralenti. Le corps s'adapte. Il ralentit c'est un petit peu comme un moteur. Quand on ralentit les tours pour consommer moins d'énergie. D'accord. Et dès qu'on se remet à s'alimenter normalement, évidemment, on grossit. Voilà. Donc les régimes hypocaloriques ne marchent pas. Et est-ce qu'il y a un régime qui fonctionne? Il faut pas parler c'est des quoi, régimes. il y a- Il faut pas parler Je des pense qu'il y a régimes. aucun Je me suis embêté, hein. C'est pas bon les habitudes régimes, c'est un Ce sont rééquilibrage. la diète est personnalisée. C'est pas la même chose pour moi et pour toi selon différents facteurs. D'accord. Voilà. En médecine fonctionnelle, par exemple, on va regarder tes acides gras. On fait Même le terme un diète, profil des acides gras pour voir. Par exemple, chez toi, ce sera pas la même chose que chez Vatiaré. Si Vatiaré mange beaucoup de poissons, bon, elle aura un bon taux d'oméga 3. Peut-être si tu manges plus de viande, tu vas avoir trop d'acide arachidonique, trop d'oméga 6 Ça va dépendre pro-inflammatoire. de l'activité physique aussi. aussi. C'est ça. Et puis on a Voilà. tous un métabolisme de base qui n'est Différent. pas le même. Ouais. Enfin, c'est Voilà. comme ils Moyenne, disent, mais- c'est personnalisé. C'est personnalisé. à chaque fois. Alors, le métabolisme, c'est quoi? C'est les mitochondries. Les mitochondries, c'est la centrale, un petit peu comme la centrale nucléaire qu'il y a dans nos cellules. Il faut savoir qu'on en perd avec l'âge. Hein. C'est pour ça qu'on grossit plus facilement, plus on vieillit. Donc, il faut les préserver, ces mitochondries, puisque, voilà, donc on en parle là. C'est dans les mitochondries que se fait l'énergie sous forme d'ATP, mais c'est aussi dans les mitochondries que se font les hormones thyroïdiennes également. Donc voilà, c'est très important. Il y a des récepteurs à la T3, de la thyroïde dans la mitochondrie. Donc également en médecine fonctionnelle, on optimise le fonctionnement des mitochondries puisque c'est ce qui conditionne en fait notre dépense énergétique. Donc forcément, si vous avez un métabolisme élevé, vous pourrez manger déjà plus sans grossir. Voilà. Alors là où moi je suis un grand menteur, je suis un menteur, hein, je le dis et je l'avoue, c'est quand mon médecin me dit est-ce que tu fais du sport? Ouais. Ouais, beaucoup de sport. Oh, ça va. Le problème quand on est obèse, lorsqu'on est ou diabétique, c'est que il faut lever la carcasse. Ok. Et alors je vais vous dire franchement, quand ton avion a 2 heures de retard et que tu dois courir à Los Angeles pour aller récupérer le deuxième, j'y arrive, il n'y a pas de problème, mais très essoufflé. Mais après, trouver la motivation. Comment Après, c'est pas tu peux sport. motiver quelqu'un à avoir de l'activité physique? Voilà, j'allais le dire. C'est- On va parler de c'est- sport, il faut parler je- d'activité physique. Je reviens brièvement sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le stress, Métabolique. métabolique lors d'un régime. Et pourquoi on ne se pose pas la question du stress métabolique lors de la prise de poids? On a aussi. Je pense que la personne qui a un poids normal, qui en très peu de temps prend un tiers de plus du poids, il y a eu un stress métabolique qui s'est passé. Tout à Et fait. pour autant, on l'a laissé se faire. Mm. Donc moi, le fait qu'il y ait une privation, je mets des guillemets, dans le cadre d'un régime, il faut bien comprendre que le patient qui est en surpoids doit faire quelque part une machine arrière. Ça ne tombe pas du ciel. Oui. On a beau parler de tout ce qu'on veut, il y a bien un moment donné, il faudra qu'il change son comportement, qu'il mange différemment, accompagné, évidemment, sans violence, y aller doucement. Il n'est pas question de perdre 15 kilos en 3 mois. Mais n'empêche qu'il y aura un stress, une envie de manger, ça, on n'y coupe pas. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une calorie n'est pas égale à une calorie, On est d'accord. selon l'aliment, Bien justement. sûr. D'accord. Par exemple, Bien sûr. le fructose, il faut savoir qu'il y a 2 voies dans le fructose. Il y a la voie classique comme le glucose qui produit de l'ATP, de l'énergie, mais il y a la voie de l'acide urique aussi. Et les Polynésiens sont très sensibles à cette voie-là. Et c'est une voie qui engendre le syndrome métabolique, la prise de poids, etc. Et donc, une calorie n'est pas toujours égale à une calorie, ça dépend des aliments que l'on consomme. Alors, je te coupe Je t'en brièvement, prie. c'est vrai que tous les patients qui sont en surpoids, je pense que tous les médecins le font, ont tous un bilan biologique avant toute chose. On ne trouve pas des perturbations endocriniennes terribles, la Ah oui. plupart. Il y a des maladies endocriniennes connues, Cushing, etc., régionales, etc., qui donnent des obésités, mais très souvent, on ne trouve rien. À part un acide urique élevé, à part un foie qui est déjà un petit peu fatigué. Mais je crois que ce qui est la problématique qui est quand même ici présente au Fénois plus qu'ailleurs, c'est cette obésité morbide. Le léger surpoids, on arrive à faire du poids et à se remettre un petit peu dans les rails. L'obésité morbide, on est passé par tous ces stades précédents de surpoids, d'obésité morbide. Et pourquoi il n'y a pas eu ce signal d'alarme avant? Ça, c'est la question. Et l'obésité morbide, il faut voir que ce sont des gens, j'en ai connu, tu en as connu aussi, qui ne sortent plus de leur lit. Mm. C'est Ouais. impossible. À 220 kilos,
comment dire, le leitmotiv de dire va faire du sport, C'est c'est triste d'entendre ça Mhm. comme seule solution. Même quelqu'un qui fait 140, 150 kilos, lui dire de faire du sport, avec le cœur qu'il a, qui est le même que quand il avait 80 kilos, c'est presque dangereux. Donc il se réadapte à avoir une marche un peu quotidienne, à faire un minimum d'exercice, oui. Mais là, je reviens toujours à ma problématique du pourquoi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné de ta vie, tu as mangé comme ça? Parce qu'on a beau tourner autour du pot, c'est des gens qui mangent trop. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui s'alimente normalement en quantité raisonnable prenne 170 kilos, ça n'existe pas. Donc après, pourquoi cette personne s'est mise à manger comme ça? Et ça, moi j'ai encore un exemple, ma patient lui aussi décédé jeune, il faisait 220 kilos, c'était un directeur d'école, et bien, il m'a dit, il m'a montré des photos. Quand il avait 19-20 ans, il était comme ça, tout mec. Il m'a dit, tu sais, à la maison, on ne mangeait pas notre pain. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis lâché. Et il s'est lâché. Il n'est plus là pour en parler. Ouais, ouais. Il faisait 220 kilos. Donc il y a quand même un trouble du comportement alimentaire et de la façon de manger. Il n'y a pas d'obèse en Éthiopie, je pense que c'est pas Non, génétique. voilà. Ah non, mais je dis ça, je dis rien, mais... C'est Ah, ça. oui, d'accord que... Et, Et pourtant, il y a du riz. pour revenir à la génétique, il y a une maladie assez rare. Les gens qui n'ont pas l'enzyme qui dégrade le fructose, la fructokinase, il n'y a pas d'obèse non plus. Il n'y a pas de syndrome métabolique. Donc ça montre bien voilà. Ah, ce qui est Mais tu intéressant... vois, oui. en Chine, il n'y avait pas d'obèse, maintenant il y en a. Ah, mais là... Oui, Il y a du dos, hein. McDo, voilà. Mm. C'est arrivé de McDo. effectivement. Ah, et puis, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai retenu d'Alain, c'est quand on dit qu'aujourd'hui, on va dépenser plus, les gens vont dépenser plus d'argent dans les jeux vidéo, dans leur téléphone, dans les textos, dans les choses Oui. comme ça. Dramatique. Où en plus, on est, Moins d'exercice. on bouge pas, et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on mange de la cochonnerie, quoi. tout à fait. Ouais, alors, revenant de... Pour ça, je pense que c'est pas forcément une prédisposition génétique, mais plus Non, là, on est plus du environnementale. tout. Là. Mais, ouais, mais ce qui fait que cette mondialisation de l'obésité, c'est cet Alors, environnement qu'on a mis en place. C'est la vie de société. On a aussi des aliments qui ont une qualité nutritionnelle moindre aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait 50 ans. Oui. Une pomme il y a 50 ans Mm. n'avait pas du tout la qualité, richesse en vitamines, etc. de la même pomme Et aujourd'hui. puis cette pomme-là, tu prenais ton vélo pour aller jusqu'au magasin verger. pour aller l'acheter. Au verger. Alors qu'aujourd'hui, moi je le vois bien, pas plus loin que chez moi, là où j'habite, à Cameroun, Voilà. tu te fais tout livrer, mais Voilà. tout. C'est Et ça. à Tahiti, c'est pareil. Bah oui. À Tahiti, aujourd'hui, tu restes chez toi et tu reçois tout ce que tu veux. Tu n'as plus besoin de t'habiller, de sortir, de prendre ta voiture. C'est Donc- ça, on va à la facilité. C'est ce que Richard Johnson appelle le enclose effect. C'est l'effet Ouais. de proximité qui est connu dans les zoos, en fait, où, Mhm. où les animaux ont la nourriture Facile. à tout moment et ils grossissent, en fait. Voilà. Alors, Donc, ici, à Tahiti, on ne peut pas faire 20 mètres, on tombe sur un snack. ouais. Alors, Et sur, puis t'as toutes les roulottes aussi. Alors C'est là, roulotte. Tu veux qu'on parle des 4... alors, j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous expliques l'addiction au sucre. Comment se fait-il qu'on soit autant addict au sucre, s'il te plaît? Et là, tu nous parles du sucre justement comme une drogue. Oui, donc c'est une drogue puisque en fait elle active la dopamine et la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur. Ouais. Donc effectivement, plus on mange du sucre et plus on va vouloir en consommer encore plus. Voilà. Mais il faut savoir que c'est un aliment qui est acidifiant, qui est pro-cancérigène, qui active le vieillissement. C'est ce qu'on Ouais. appelle la glycation. Par exemple, la cataracte, Mhm. c'est un produit de la glycation. C'est le corps qui se caramélise. Donc, qui dit sucre dit vieillissement accéléré. Voilà. Effectivement, donc la consommation de sucre, comme on voit dans l'image, elle a explosé dans tous les pays occidentaux. Malheureusement, on en trouve maintenant un peu partout. Le sirop de glucose fructose qui a été commercialisé pour liquider les excédents de maïs. Maintenant, on en met un peu partout. Les aliments transformés, les aliments tout prêts. En général, il y a tout. Merci Monsieur Macron d'avoir autorisé, alors que on était encore préservé en France. Du glucose, ça a été dernièrement autorisé. On a des produits aujourd'hui avec du sucre de glucose. D'accord. Vous avez les chiffres ici, 1 kg de sucre par an en début du XXe siècle. Aujourd'hui, on dit que 50% des Américains consomment 81 kg de sucre par an. On est passé de 1 kg à 81 kg. C'est ça. Donc, alors, qui dit sucre dit forcément, donc on active l'insuline.
Ouais. Donc, c'est l'hormone qui permet de baisser le taux de sucre dans le sang. Le problème, c'est qu'il y a une limite, hein, à force de sécréter cette hormone, il se passe ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est le diabète en fait. Hein. Donc les récepteurs qui sont saturés, ils sont tellement sollicités que ça marche plus. Donc il en faut de plus en plus en fait. Oui, et Voilà. je confirme. Il y a quelque chose que tu as dit, et je n'ai pas voulu te couper à ce moment-là. Tu parlais du fait que c'était cancérigène, Oui. donc générateur de cancer. Mhm. Explique un petit peu le phénomène de la cellule, justement, parce qu'il semblerait qu'on a découvert que avec le sucre, eh bien, les cellules sont plus, Voilà, les cellules cancéreuses tumorales se elles nourrissent. sont très glucose dépendantes. Voilà, C'est c'est ce ça. qui fait le succès du régime cétogène, justement, qui est un régime drastique, hein, que je ne conseille pas, mais Oui. bon, qui est un régime sans sucre, hein, avec beaucoup de gras. Mhm. Et effectivement, les cellules cancéreuses ont besoin de sucre. Elles utilisent cette voie-là, en fait. Voilà. Et le sucre est également un aliment pro-inflammatoire. Ouais. Et donc, qui dit inflammation, dit forcément il y a un risque de cancer élevé. Mhm. Voilà. Alors, lorsque tu nous présentes ton livre, là tu nous parles également de choses qu'on essaie d'utiliser en remplacement. Voilà, donc c'est la troisième édition qui sort au mois d'octobre. Troisième édition, Voilà, il y en a- il est ça veut dire sorti en qu'il y en a déjà eu deux. 2021, on en est à la troisième édition. Ouais, Il y a 120 pages de plus. ok, Donc et ça sort en octobre. Ça, c'est le pré-print. Hein. Voilà. très bien. On va revenir sur les quatre criminels dont tu parles. Didier, on nous a vendu, après la Deuxième Guerre mondiale, le verre de lait aux enfants à l'école. Le matin, il fallait prendre son verre de lait. Et moi, je fais partie de ces enfants qui étaient le premier à prendre son verre de lait et puis qui repassaient en dernier parce qu'il y avait toujours un fond de lait. Aujourd'hui, Alain nous parle du lait de vache comme étant un des criminels de la société. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est très personne dépendant aussi, tu vois, parce que on a tous été élevés, moi le premier, au lait de vache, et je suis pas plus malade que ça, j'aurais plus de conséquences du lait de vache pris dans l'enfance, hein. On avait des fromages, on avait des yaourts, on avait des lait de vache. Je sais pas, alors après il y a des cas particuliers, il y a des intolérances au lactose, des intolérances qui peuvent très bien exister, mais moi, les deux rares cas d'intolérance au lactose, mais drastiques que j'ai, sont d'une maigreur extraordinaire. Donc, Ouais, ouais. Alors, explication génétique. Alors, génétique, En pour quoi ce le qui- lait, pour en ce qui quoi le concerne lait le est un lait, en danger? fait, la problématique du lait, c'est un peu comme celle du gluten, c'est que c'est plus le même produit qu'autrefois, en fait. Donc, C'est aujourd'hui, le lait d'aujourd'hui. on a des vaches qui ont été sélectionnées, en fait, pour produire de plus en plus de lait. Et ce sont maintenant, donc, le lait, c'est bourré d'hormones de croissance, de facteurs de croissance divers. Donc, qui dit lait de vache, maintenant ça commence à être connu, hein. Il y a une bibliographie à ce sujet, hein. Donc, risque de cancer du sein et de la prostate notamment élevé, hein. Tout ce qui est cancer Donc hormonodépendant. le lait que buvait Didier quand il était petit, on parle plus du même lait. C'est là. plus le même, c'est clairement plus le même. Et le gluten, la problématique est la même en fait, hein. Le blé qui avait 12 chromosomes, le blé qui avait 12 chromosomes au départ, il en a 42 aujourd'hui. C'est plus du tout le même produit. Mhm. Parce que moi, je sais qu'Indiana, mon fils aîné, qui est en très bonne santé, hein, lui, contrairement à son père, lui, c'est très sportif. Ah oui, j'ai vu les photos. Ah, t'as vu? Et Indiana, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, avait un problème d'acné, mais vraiment quelque chose de très, très vraiment prononcé. Et puis, il en souffrait, hein, comme tout adolescent qui souffre d'acné. Et quelqu'un qu'on avait rencontré lui avait dit, tu arrêtes le lait. Et en 6 mois, il avait une peau de bébé. On peut dire la même chose pour beaucoup d'allergies inflammatoires, D'accord. respiratoires. Respiratoire. Tout à fait. Ouais. La suppression du lait permet d'en résoudre une bonne partie. Alors aujourd'hui, parce que j'en ai entendu aussi parler, est-ce qu'on doit remplacer ça par du lait de blé, du lait... Qu'est-ce qu'on aurait comme Du lait choix? végétal, voilà, il faut savoir, on est la seule espèce animale à consommer le lait d'une autre espèce, hein. C'est unique, hein. Oui, ça fait partie des... Voilà. Et aller pour on nous a vendu le lait pendant très longtemps comme étant indispensable, notamment pour l'apport en calcium. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. En fait, le calcium des produits laitiers, il est mal absorbé parce qu'il est lié au phosphore. Et donc, on a beaucoup plus de bénéfices à consommer si on veut vraiment, si on ne peut pas se passer de lait, un lait végétal, comme Il y le a lait plus de d'amande, par bénéfices. exemple. Oui, tout à fait.
Et ensuite, il y avait donc le fameux le gluten. gluten. Alors, Vous voulez en parler? le lait est pro-inflammatoire au niveau intestinal, hein, c'est documenté, ça induit la sécrétion de cytokines qui elles-mêmes vont perturber notamment la fonction thyroïdienne. Pour le gluten, c'est un problème d'inflammation, mais c'est un problème de perméabilité également. Alors là aussi, on a longtemps dit, oui, mais le gluten, ça ne concerne que la maladie cœliaque. C'est peut-être 1% de la population, hein, c'est pas beaucoup de monde. Et aujourd'hui, ce qui ressort des congrès, en fait, c'est qu'il y a une sensibilité non cœliaque au gluten. Maintenant, c'est un consensus. Hein. Mais est-ce qu'on ne revient pas encore avec les perturbateurs endocriniens, avec tous les produits qu'on met dans l'agriculture Oui, c'est-à-dire qu'on a le gluten. Parce qu'il y a 25 ans, moi, je ne connais pas le mot gluten. Mais le blé est un produit OGM qui n'est plus le même que celui. Le pain de nos grands-parents, c'était pas le même que celui qu'on consomme aujourd'hui. Okay. Comme je te disais tout à l'heure, donc il y a 12 chromosomes hein, dans le blé ancestral, il y en a 42 aujourd'hui. Il a été sélectionné pour produire de plus en plus de gluten. Parce que le gluten, c'est ce qui fait des belles viennoiseries. C'est une sorte de colle, en fait, hein, bien dodue, etc. Donc, voilà. Et le problème de cette colle, justement, c'est qu'elle ouvre les jonctions serrées au niveau intestinal. Et ça, c'est très grave, non, parce qu'à la longue, ça laisse passer des molécules qui ne devraient pas passer, certaines protéines, et ça fait le lit des maladies auto-immunes, qui sont en explosion hein, ces dernières années. En suivant un petit peu ce qui se passe au niveau des différents gouvernements qui ont précédé celui de Moïse Brederson et celui de Moïse Brederson, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de se remettre en question? Vous avez la question à tous là. Est-ce que vous avez l'impression qu'à ce niveau-là, il y a une vraie prise de conscience de dire bon, ben, il y a un problème là. Aujourd'hui, on est en face d'une véritable calamité où on a l'impression qu'on laisse quand même beaucoup la place au lobbying et à toutes ces entreprises on a l'impression que les gouvernements sont tenus par ces entreprises et n'osent pas. Ça fait peur. Il suffit qu'une entreprise dise bah, écoute, moi je vais mettre 600 personnes au chômage si tu fais quelque chose comme ça. On a l'impression que les décisions sont difficiles à prendre. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'on est à un niveau alarmant aujourd'hui? Ah oui, on est carrément. On est à niveau alarmant. Après, c'est peut-être un peu trop tôt pour juger du gouvernement actuel quand même. Oui, on est bien d'accord. Mais tout ce qui a été fait jusqu'à présent est insuffisant. Dans beaucoup de Il n'y a domaines. pas de réel préjudice. J'ai des anecdotes, hein, si vous voulez. Peut-être pas, Vas-y. peut-être pas me faire des amis, mais on a par exemple, c'est un petit peu le problème du couvercle ici qu'on referme systématiquement quand on découvre un problème. Donc il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, en 2019, sur l'atoll de Hao. C'était au départ pour vérifier la pollution qui a été laissée donc, par la présence militaire durant les essais. Et en fait, de façon tout à fait fortuite, ils ont trouvé des taux de plomb très élevés. Et le problème, c'est que sur l'atoll témoin voisin, sur lequel l'armée n'avait pas mis les pieds, il y avait également des taux de plomb élevés. Donc on a un peu cherché, on s'est dit ça vient peut-être d'étoiles, hein, parce qu'on recueille l'eau, hein, comme tu le sais, dans les cuves. Il semblerait que ce serait plutôt au niveau des batteries qui sont réutilisées pour la pêche. Mais en fait, on a refermé le couvercle, stop. Pareil pour les aflatoxines qu'on avait trouvées dans le lait de production locale, par ailleurs excellent. Hein. Mais là aussi, on a préféré ne pas en parler, et puis on a modifié les normes pour que ça puisse passer. Voilà, les aflatoxines, ce sont des toxines produites par les moisissures. Hein. Et comme les vaches étaient nourries au copra de coco, donc on retrouvait ces aflatoxines qui sont toxiques pour le foie. Hein. On les retrouvait dans le lait. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que quand il y a des lanceurs d'alerte, quand il se passe, qu'il y a des gens qui font... Comme... Les métaux lourds... Vos études, elles sont faites pour quoi, en fait? Elles sont faites justement pour mettre en lumière les différents en toute logique, il aurait fallu chercher un peu plus loin. Pourquoi il y a des taux de plomb supérieurs au reste du monde? Pas visiblement, hein, sur les atolls de Tuamotu, on n'a pas eu vraiment de réponse. Et que faire pour éviter ça? Voilà. Pour les métaux lourds, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a eu quelques études faites sur le taux de métaux lourds, et donc il semblerait que ce soit égal à ce qu'on trouve chez les Inuits, en fait. Hein. Donc un taux important. Hein, voilà. Mais ce sont des études qui remontent à une bonne dizaine d'années. Hein. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Alors, est-ce que c'est pour protéger la filière pêche? Je ne sais pas. Mais c'est un peu l'impression qu'on a, c'est que dès qu'on trouve quelque chose qui n'est pas très joli à voir, clac, on ferme le couvercle.
Didier? Oui, j'avais été au courant de cette pollution aux métaux lourds et ça avait été suspecté comme étant les batteries des moteurs qui étaient stockées un peu dans un coin du lagon pour éviter d'avoir à leur recycler. C'est un peu le gros problème des atomes, leur recyclage, le problème de pollution est là. Mais c'est important, mais pour moi, pour revenir à l'obésité, je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt. Tous ces problèmes-là existent, on le sait, les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Mais il y a quand même une drogue et un poison mondial qui est ce sucre. Et revenons à la cause la plus importante de l'obésité au Fénois. C'est je mange trop, je mange mal et trop sucré. Ça, c'est une constatation. Après, d'accord, mais c'est un épiphénomène par rapport à tout. Si déjà on solutionnait ce problème de trop manger, mal manger, trop de sucre, et qu'on s'occupe de la cause, ce serait déjà énorme. Alors tu sais, moi, avec mes patients en surpoids, ils en rient après, mais au début, ils me regardent avec des grands yeux. Je dis, vous savez, on est dans une population ici que je respecte entièrement, et j'adore la Polynésie, qui est complètement dans la religion, ce que je respecte totalement. Mais moi, j'aimerais bien que cette petite phrase, ne nous soumet pas à la tentation, vous l'écoutiez un petit peu plus. Et là, ils me regardent, ils me disent, oui, il a raison. Alors, allons-y gaiement. Je pense que les religions ont aussi beaucoup à faire et à dire pour la prise en charge et la prise en compte du surpoids et de la malbouffe. On en revient toujours à la même chose, à un vrai problème de communication, en fait. C'est ça. Oui, Communiquer éducation, Je- mais là je pense qu'il faudrait passer L'explication. au niveau politique. Je crois qu'on en Tout est à fait. à un point où il faudrait passer au C'est coercitif. de l'éducation, de la prévention, C'est du ça. coercitif, comme tu dis, dans Ouais. beaucoup d'autres domaines. On va parler du tabac, Non. on va parler de beaucoup de choses comme ça. Il faut du coercitif, sinon on n'y arrivera pas. Tu vois, dans les cantines, voir un peu ce qui se passe dans les cantines scolaires. Je te C'est ça. parlais de resservir allègrement les enfants, de servir des assiettes de pain avant qu'on les serve. Non. Y a-t-il besoin de pain dans les cantines? Non. Je ne crois pas. C'est pas nourrissant, c'est à haute valeur, calorique, mais nutritionnelle, zéro. Le problème de la prévention, c'est que ça a un coût et que les résultats ne sont pas immédiats. Ouais. Donc pour un politique, c'est pas top en fait. Parce que Ouais. c'est un travail sur le long terme. Il dit ça depuis des années. C'est ça. Depuis le temps, on aurait eu des résultats. Hein. Ah oui, tout à fait. Et puis on ferait des économies à Ah, l'hôpital, c'est je sûr. pense. Voilà. Exactement, parce que après au niveau économique, Mm. il y a aussi ce qui nous arrive en ce moment où on ne sait plus où aller chercher de l'argent, où on essaie d'aller prendre dans la poche des gens les 10% qui sont plus riches, etc. Mais à un moment donné, avant de chercher à comprendre comment on peut gagner de l'argent, peut-être chercher à comprendre comment ne plus en perdre. Mais l'éducation, c'est. Regarde, un simple exemple. Quand tu vas dans un repas un petit peu officiel local, élection de mise, tout ce que tu veux, dans ta table, une bouteille de Fanta, une bouteille de vodka, une bouteille de vin, tu n'as même pas une bouteille d'eau. C'est bête, mais ça traduit bien la mentalité et au niveau éducatif. Quand je vous entends depuis tout à l'heure, en fait, le premier conseil qu'on peut donner à un diabétique, c'est stopper toute boisson à part l'eau. C'est Ouais, non, mais je pense c'est que se contenter de l'eau. On s'arrête à l'eau, puis c'est tout. Oui, tu peux te mettre du citron, du jus de citron, c'est pas obligé. Alors moi aussi, il faut bien voir, parce qu'on n'en parle pas assez au niveau santé pure, on parle des sodas. Dans le soda, tu as du sucre, faut savoir que quand même une canette de coca, c'est pour l'un de 10 à 12 morceaux de sucre. Qui viendrait à l'idée de manger 12 morceaux de sucre pour se désaltérer? Pas beaucoup de monde. Mais tu as des bulles. Les bulles, c'est le bicarbonate de sodium, c'est-à-dire du sel. Donc les patients qui sont diabétiques et hypertendus, ils cumulent les deux risques. Donc pas de boisson gazeuse, pas de boisson sucrée. Moi, je dirais surtout qu'ils deviennent des patients actifs, proactifs. C'est-à-dire que donc qu'il faut s'éduquer, il faut s'intéresser à sa pathologie, regarder les index glycémiques, les notions de charge glycémique, changer son alimentation, voir tout ce qui peut permettre de faire baisser la glycémie. Hein, voilà. Donc il faut devenir actif. C'est ce qui fait la force de la médecine fonctionnelle. Elle parvient à guérir des maladies chroniques que la médecine conventionnelle ne fait que soulager. Parce que le patient, justement, c'est une médecine participative. Voilà. Se prend en charge. Le patient participe, c'est très important. Et il faut vraiment que les gens aient cette notion de devenir acteurs de leur santé. C'est leur santé à eux. Hein. Parce Et la que maison du moi, je diabétique, voudrais, c'est quelque chose de fabuleux qui fait Comment des ça se fait acteurs de la santé. financièrement. Toujours l'argent. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, c'est important, on aura beau mettre toutes les mesures en place, je pense que le premier point le plus important, c'est que les patients se responsabilisent et effectivement soient acteurs. On voit là, à l'heure actuelle,
la sleeve. La sleeve, c'est une chirurgie de l'estomac. Voilà. Et il y a un nombre incroyable d'échecs parce qu'en fait, les gens pensent que c'est une solution miracle. Ils ont eu l'opération, mais derrière, comme il n'y a pas de conscientisation, ils ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé, ben, ils vont recommencer à manger normalement. Et en fait, ils grossissent. Ils vont perdre au début parce qu'effectivement, il y a une grosse chirurgie. L'estomac est coupé de moitié, tout ça, donc forcément, ils ne vont pas pouvoir manger comme ils faisaient en règle générale, donc ils vont perdre. Mais au bout d'un certain temps, 1 an, 2 ans, le corps s'habitue, le corps s'adapte, et ils vont recommencer. Et comme eux n'ont pas eu de prise en charge psychologique et de compréhension et éducative, eux, ils ont continué à manger normalement. Et ils vont reprendre. Voilà. Et il y a un échec de... Il n'y a pas de solution unique pour les maladies chroniques, en fait. Il faudrait beaucoup plus de centres, en fait, de sensibilisation. Ah, mais oui. C'est pour ça que je voudrais profiter de l'édition pour appeler de mes voeux. Donc, je sais qu'il y a un médecin qui commence à se former à la médecine fonctionnelle. Ce serait bien que ça se développe un petit peu en Polynésie, comme c'est en train de se faire en métropole. Parce que c'est vraiment une médecine qui s'adapte un petit peu pour les maladies chroniques. Elle excelle parce qu'elle va traiter toutes les causes, en fait. Une consultation en médecine fonctionnelle, c'est 1h30. C'est pas 10 minutes de consultation. Donc, c'est vraiment une médecine personnalisée. C'est pas du presse-bouton. Et donc, j'appelle de mes voeux que de plus en plus de médecins ici se forment. C'est complémentaire, tu disais ça en début d'émission. Qu'est-ce que tu en penses, Didier? C'est des termes qui ne m'évoquent pas grand-chose. La médecine fonctionnelle, les maladies fonctionnelles, oui. La médecine fonctionnelle, si on a un patient devant nous, à nous de s'en occuper le mieux possible et à prendre du temps. Les pathologies prennent moins de temps que d'autres. Comme je te l'ai dit, les personnes, pour moi, qui sont en surpoids, c'est pour ça qu'on a enfin obtenu une prise en charge de la CPS, une consultation un peu plus prolongée, un peu surévaluée pour les patients et les enfants au risque de surpoids, parce que ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est multifactoriel. Et quand on prend son temps de discuter avec les patients, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent la cause psychologique qui est majoritaire. On le voit dans les études de l'OMS, on le met en tout dernier. Oui, il y a peut-être aussi des soucis psychologiques. Je pense qu'en Polynésie, c'est majeur. C'est pas secondaire, c'est majeur. Alors ensuite, il y a un manque total de prise en charge, c'est-à-dire que quand il faut orienter un jeune ou une famille vers un psychologue, compliqué. C'est pas pris en charge, c'est pas remboursé. Les psychiatres, il n'y en a pas assez. Donc on se heurte, et on a fait des demandes à la CPS dans ce sens-là, on se heurte à un manque de personnel et surtout à un manque de prise en charge. Parce que ça reste, comme je te dis, un enfant qui prend du poids en l'espace d'1 an à l'école, il faut absolument qu'il soit vu. Il y a un souci. C'est pas parce qu'il a mangé trop de pain ou trop de... Non, c'est les quantités. Et c'est l'alimentation un petit peu en cachette pour compenser quelque chose. Il y a un souci, cherchons-le, allons le chercher. Parfait. On va faire un dernier tour avec nous tous. Mais juste avant, j'avais un petit cadeau à remettre à Vaïtiaré, un cadeau de notre partenaire, tu vois. C'est un coffret, le coffret Beauté Fénois. C'est un coffret avec plein de petites choses pour... je pensais que tu allais offrir un auditeur. Et j'en ai encore d'autres, j'en ai 10 comme ça à vous offrir. N'hésitez pas sous cette vidéo, partagez cette vidéo au maximum. Toutes les personnes qui vont la partager, eh bien, on a vos noms. Il y aura un tirage au sort et on a 10 paquets comme ça à vous offrir avec notre partenaire Medipack que je salue. Je salue d'ailleurs Jean-Michel qui nous regarde depuis la Bretagne. Il était à Saint-Malo la semaine dernière et il est avec nous. Je peux vous le dire, il nous suit. Dernier tour de table, VTA. Donc, une entreprise justement pour permettre à ces personnes eh bien, d'exister, de leur montrer que effectivement on peut faire plaisir et se sentir bien dans sa peau malgré qu'on soit obèse. C'est sûr que l'obésité est un problème de vision de toi dans le miroir, et puis le fait que moi je puisse apporter des vêtements qui vont permettre justement de donner une image plus sympathique, si on peut appeler ça comme ça, ça permet aussi de donner un petit peu de joie. Où est-ce qu'on peut aller s'habiller alors la boutique est située en face de l'ancien hôpital de Mamao, juste à côté de la grande pharmacie. Les heures d'ouverture, donc c'est du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, en journée continue. Et le samedi, on est ouvert de 8h à midi. Très bien. Et vous faites du sur-mesure et il y a également du sur-mesure, j'ai des vêtements pour femmes jusqu'à la taille 6XL. Mais avec le sur-mesure, on va au-delà. On a déjà fait une robe de mariée pour une cliente qui faisait du 8XL. C'était énorme.
Ouais, donc on monte très haut dans les tailles. Et au niveau des hommes, je vais jusqu'à la taille 10 XL et on fait aussi du sur-mesure. J'ai aussi une maquilleuse à la boutique, si jamais il y a des soirées. Donc elles peuvent venir s'habiller puis se faire maquiller. Et puis j'ai aussi une couturière sur place. Très bien. Excuse-moi Didier. C'est pas grave, je crois qu'on a lié plus que d'amitié. Il y a une Tu dois dégager des hommes. belle relation avec les phéromones. Je suis perturbé en deux. T'es riche en oxytocine. Mais ça doit y aller. Écoute, je sais pas, on va lui faire une prise de sang pour la testostérone, à mon avis, ça doit être très élevé. Thierry, dernier mot avant de se dire au revoir. Un métier, une passion, une vocation, infirmière, pour toutes les personnes qui nous écoutent, les jeunes filles, les jeunes hommes, qui sont peut-être en train de se poser la question, qui sont en réflexion. Qu'est-ce que tu as envie de leur passer comme message si jamais ils ont envie peut-être de faire le même métier que toi? D'y aller, foncer. D'accord. Mais là, du coup, On va prendre un coca. c'est un métier qui est extrêmement gratifiant, mais qui est extrêmement dur. Ouais. Voilà. Après, je pense comme dans tout métier, hein, que ce soit professeur, avocat ou autre, dans toutes les branches de métier, je pense que le plus important, c'est surtout d'être passionné, de bien se renseigner sur ce qu'on va faire et de le vivre à fond et d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Parce que notre métier, en tout cas, c'est 80% de notre vie, on y est tout le temps. Donc, il faut que ça nous plaise, il faut qu'on y soit heureux et voilà. Et un message à tes patients? Je vous retrouve demain. Alain, le mot de la fin pour toi, ce sera? Je dirais qu'il ne faut pas diaboliser les graisses, parce que ça a été le discours pendant des années. On en a parlé ce soir, l'ennemi c'est plutôt le sucre, c'est pas tellement les graisses. D'ailleurs, il n'y a pas de fertilité sans graisse. Une femme qui n'a pas de tissu adipeux a des gros problèmes de fertilité. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut diaboliser. Et sinon, de mes voeux, ce que j'appelle, c'est une médecine plus intégrative, que j'appelle fonctionnelle, mais elle a d'autres noms. C'est-à-dire une médecine holistique qui prend en charge le corps dans sa globalité. C'est un peu le souci de la médecine actuelle, c'est qu'on sectorise un petit peu trop. Donc voilà. Voilà pour mes voeux. Merci Alain d'avoir accepté cette invitation, toi aussi. Didier, mot de la fin? Merci de nous avoir invités d'abord. Ça nous a permis de faire passer quelques messages au sujet des causes de l'obésité au Fénois et que les patients justement n'hésitent pas à aller consulter leur médecin et surtout à parler et évoquer un petit peu leur passé, leur enfance. On trouve beaucoup de choses. On peut tout dire à son médecin? On peut tout dire à son médecin, il faut prendre du temps. Très bien. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Toute la vérité, c'était l'émission de la rentrée, l'obésité et le diabète. N'oubliez pas, partagez cette émission, parlez-en autour de vous parce que on peut sauver des vies sur ce type de sujet et je vous parle en connaissance de cause. Faites attention, le sucre, c'est la drogue, c'est le poison de cette émission. On en a parlé pendant toute cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à faire un replay. Vous retrouverez bien sûr cette émission sur les différentes pages, béni soit-il, toute la vérité, mais également sur ma page privée. Donc ce sera avec plaisir que je vous retrouve pour une autre émission de toute la vérité avec un autre sujet. À très bientôt et merci à mes invités d'avoir accepté de venir ce soir. Merci à C'était toi. un vrai plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bisous magiques. Au revoir. Yaurana, aujourd'hui je vous emmène avec moi en pharmacie découvrir mon cadeau avec achat et par la même occasion, j'en profite pour me faire plaisir en achetant mes produits de beauté et mon maquillage dans les marques partenaires de Coffret Beauté Fénois. Et aujourd'hui il me faut un tube de vitamine Azinc Bio Acerola de chez Arco Pharma, un shampoing Phyto Joba pour hydrater mes cheveux et en maquillage bien sûr mon incontournable fard à paupières Enigma et mon rouge à lèvres Revlon Mat Ultra HD préféré et aussi un gloss volumateur et pulpant de chez Eneomei. Et pour Chouki, j'ai choisi le coffret Lierac Homme. Je suis sûre que ça va lui plaire. Ça y est, c'est le moment de régler mes achats et de récupérer mon coffret beauté fénois. En effet, suite à mes achats du mois dernier, je bénéficie donc d'un coffret beauté fénois qui me permet de découvrir d'autres produits des marques partenaires.
Comment ça marche? Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de remplir votre formulaire disponible dans toutes les pharmacies du Fénois et environ un mois plus tard, vous recevrez un mail ou un appel de votre pharmacien qui vous informera de l'arrivée de votre coffret beauté Fénois dans votre pharmacie. Et maintenant, place au unboxing. Top, c'est parti! À savoir que le coffret beauté Fénois comprend 5 produits en format voyage. Découvrons-les. Waouh, de chez Phytomère ici, nous avons une crème corps hydratante aux oligo-éléments. De chez Jean-Zac ici, nous avons un gel dermo nettoyant donc qui hydrate la peau. Joae, une marque que j'apprécie beaucoup aussi, un gel vitaminé hydratant et énergisant. Pour nettoyer et me démaquiller lors de mes voyages, j'ai ici un petit format voyage, une eau micellaire de chez Lierac au complexe prébiotique. Et enfin, sans doute un de mes produits préférés aussi, vous le savez, le pchit magique de chez Garantia, donc aux actions exfoliant et résultat en 30 secondes. Ah là là, j'adore mon coffret beauté Fénois et j'ai hâte de découvrir le prochain. Alors vite en pharmacie pour mes achats cosmétiques, maquillage et mon